Merci beaucoup, Hermine. Merci vraiment pour cette présentation. Je remercie encore une fois le comité de la Société marocaine de pédiatrie de m'avoir associé à cette réunion. C'est une réunion qui m'est chère également. Je suis heureuse d'être là pour vous parler de la prise en charge de la bronchiolite aux urgences. Donc, il est bien entendu que je ne parlerai pas de la réanimation ni des formes sévères. C'est vraiment une prise en charge pour celui qui reçoit la bronchiolite pour la première fois. Mais bon, c'est la principale cause d'infection respiratoire basse du petit enfant de moins de 1 an. C'est la plus pourvoyeuse d'hospitalisation à cet âge. La bronchiolite touche le nourrisson de moins de 1 an dans 80% des cas, avec un pic de fréquence entre 4 à 6 mois, tout ça on le sait. 90% des nourrissons sont en contact avec le VRS, mais tous ne vont pas faire une bronchiolite, peut-être 35% ou la 40%. Il faut savoir que les infections et les réinfections, les co-infections sont fréquentes. Et donc, plusieurs épisodes de bronchiolite sont possibles pour un même nourrisson en période d'endémie. Les virus en cause, vraiment, merci beaucoup, tu m'as vraiment aidé sur le coup, mais moi, je n'ai pas trouvé vraiment d'études marocaines et je te remercie vraiment pour tes références. Alors, les virus en cause, le VRS, 60% des cas, c'est le germe prédominant, suivi par le rhinovirus et le bocavirus humain qu'on retrouve dans les séries internationales. Là, par contre, dans les séries, pour la bronchiolite, l'adénovirus, c'est 6%. Heureusement, Dieu merci, parce que c'est un gros pourvoyeur de séquelles pulmonaires importants. Et puis, vous voyez que le virus de la grippe, c'est 3%. Bon, ce qui est important dans tout ça, c'est en fonction de l'âge. Vous voyez qu'avant 6 mois, c'est vraiment le VRS qui est prédominant. Et le rhinovirus commence à augmenter progressivement pour que, à partir de 1 an, ce soit le rhinovirus qui soit prédominant et le VRS commence à chuter. Les autres virus, bon, on les retrouve de façon à peu près égale, mais il n'y a pas encore d'études vraiment pour les classer en fonction de l'âge pour l'instant. Okay ? C'est important, on va le voir pour la suite. Alors, cliniquement, bon, on va faire juste un tout petit peu de physiopathe. Vous voyez la bronchiolite virale, réplication virale, donc rhinite, inflammation des voies aériennes, tout sèche, œdème, dyspnée obstructive avec sifflement, nécrose de l'épithélium, desquamation, c'est l'encombrement, les râles ronflants, la stase des sécrétions, c'est les troubles de la ventilation, l'emphysème, la téléctasie, et l'atteinte alvéolaire, c'est les règles crépitants. Ça, c'est schématique. Mais il faut savoir qu'il y a certains, la plupart des nourrissons d'ailleurs, heureusement, vont s'arrêter à ce niveau-là. D'accord ? Ils ont ça, la petite rhinite, la dyspnée obstructive et sifflement, et ça s'en va. Et puis, il y a certains nourrissons qui vont sauter directement de cette étape à celle-là. Direct. C'est-à-dire, en 24 heures, il est enrhumé, il va faire la forme sévère. Mais ça dépend également des virus. C'est-à-dire qu'on sait actuellement que le virus respiratoire syncytial, c'est plusieurs sérotypes, 3 ou 4 maintenant qui ont été bien identifiés, et qu'en fonction du sérotype, on va avoir des formes plus ou moins sévères. D'accord ? Alors, les tableaux cliniques, la formule classique, je ne vais pas franchement vous faire l'affront de vous le dire, c'est d'abord un rhume, petite fièvre, aggravation de la toux, dyspnée obstructive, sifflement. L'enfant est plus ou moins fébrile. En général, il est en bon état général. L'auscultation va retrouver des râles sibilants, diffus, symétriques, quelques ronflants. Pour l'instant, aucun bilan n'est à faire. Premier épisode chez un enfant de moins de 1 an, on examine, l'examen clinique est suffisant pour dire c'est une bronchiolite virale, très très probablement. En général, la radio du thorax, elle n'est pas obligatoire à cette étape-là si l'examen clinique est bien fait, mais si on l'a fait, elle va aller normale dans la grande majorité des cas. Elle va montrer une petite distension ou une grosse distension, mais sans plus. Maintenant, quel est notre rôle ? En fait, actuellement, il faut savoir que la bronchiolite, c'est comme l'asthme un petit peu. Ça n'est plus considéré comme une seule maladie, avec de sévérité croissante. En fait, maintenant, on a commencé à identifier des phénotypes de la bronchiolite virale. Alors, il y a une étude comme ça, vont faire les Américains, qui a été faite multicentrique entre plusieurs États aux États-Unis et en Finlande, sur 2600 nourrissons, plusieurs saisons. Et on s'est rendu compte,
dans tous les États et en même temps en Finlande, qu'il y avait 4 groupes qui étaient identifiés, qui sont différents sur le plan clinique et sur le plan virologique. Alors, le plus classique, c'est les profils B. C'est 36% des nourrissons, pas d'antécédents de sifflement ni d'eczéma, forte probabilité d'infection à virus respiratoire syncytial qui est retrouvé dans 80% des cas. C'est le profil classique que l'on retrouve. Mais à côté, il y a un profil d'enfants qui vont être hospitalisés une première fois pour une histoire clinique déjà, de sifflement déjà répété, chez qui on retrouve des sifflements très importants à l'admission, avec une forte probabilité d'infection à rhinovirus, chez qui on retrouve plus le rhinovirus que le VRS. Alors le profil C, c'est une bronchiolite plus sévère avec des signes de lutte, 50% des cas, une hospitalisation plus longue avec une forte probabilité d'infection à VRS, qui est retrouvée dans 82% de ce profil. Et le profil D, ce sont des bébés qui font des bronchiolites légères, peu de sifflements, peu de signes de lutte et une très courte durée d'hospitalisation. Mais effectivement, Amine, tu avais raison de le dire, toutes les études sont faites chez des enfants hospitalisés. C'est ça le problème, il n'y a rien qui est fait en ambulatoire. Et en fait, quand on a identifié des profils, on se rend compte que le besoin ou la réponse à certains traitements peut être différent d'un groupe à l'autre. Alors la prise en charge consensuelle, actuellement, tous les pays ont des consensus et des guidelines pour la bronchiolite. Depuis de nombreuses années, selon les équipes, selon les pays. Et en fait, tous les guidelines se regroupent, se rejoignent. Aucun traitement médicamenteux n'est recommandé dans les formes habituelles. Aucun. Il faut un traitement symptomatique juste pour assurer bonne hydratation, bonne oxygénation. Et en fait, notre rôle à nous, quand on reçoit le bébé, la première des choses à faire, c'est d'évaluer la sévérité et l'indication à l'hospitalisation. C'est notre rôle. Sinon, il faut s'assurer, vider les narines et s'assurer que l'enfant s'oxygène bien et qu'il est bien hydraté. Alors l'évaluation de la sévérité, c'est la partie la plus importante de la prise en charge aux urgences. C'est l'impression clinique qui est importante. Est-ce que c'est un bébé qui va bien? Ça va, il supporte bien, il sourit, il est en bon contact, même s'il est très gêné sur le plan respiratoire, ou bien c'est un nourrisson fatigué avec un comportement inhabituel. La polypnée, la bradypnée, le travail respiratoire avec les signes de lutte, le tirage sternal, les battements des ailes du nez, le balancement thoraco-abdominal doivent être évalués. L'oxygénation, bien entendu, si l'enfant est déjà cyanosé, il a des sueurs, il a une tachycardie, il est somnolent, il est agité, et bien là, il faut mesurer la saturation en oxygène par un oxymètre après des obstructions nasales. C'est-à-dire que tant que le nez est plein, même si vous mesurez la saturation, vous pouvez la retrouver à 85. Dès que vous videz les narines, ça va remonter à 93. Donc il faut d'abord vider les narines, bien le moucher, ou les vider ou les laver au sérum physiologique, et mesurer la saturation. Et bien sûr, voir si l'enfant est en épuisement respiratoire, bradypnée, irrégularité, silence auscultatoire, etc., ou trouble de la conscience. Après avoir évalué la sévérité, il faut se dire, est-ce que c'est un bébé qu'il faut hospitaliser ou la traiter en ambulatoire? C'est les deux choses à faire aux urgences. Alors, quand hospitaliser, bien sûr, il y a des critères de sévérité, on va les voir, mais il y a aussi des critères d'âge. Plus le poids est petit, plus il faut hospitaliser. Donc les prématurés, les hypotrophes, l'âge inférieur à 6 semaines. Et moi, je trouve que 6 semaines, c'est dans la littérature, mais moi, je trouve que moins de 3 mois, c'est des bébés à surveiller. Moi, personnellement, après, je ne sais pas, on en discutera tout à l'heure. Et bien entendu, quand l'enfant ne peut pas accéder aux soins assez rapidement, eh bien, le contexte psychosocial défavorable et qu'on sait qu'il y a l'éloignement, l'enclavement, ou bien les parents ne sont pas aptes à prendre en charge cet enfant à domicile, il faut hospitaliser. Et bien entendu, les bronchiolites sévères, je ne vais pas vous refaire tout ça, c'est 5% des cas, risque de décès, hospitalisation en soins intensifs urgentes. Et puis il y a aussi les formes compliquées. Alors les formes compliquées, la clinique est sévère d'emblée et la radio du thorax doit être systématique. Et on peut retrouver là des pneumonies, des troubles de la ventilation avec atelectasie, fièvre très élevée, sécrétion purulente, surinfection avec pneumopathie diffuse. Et là, c'est un risque très important de décompensation et l'hospitalisation est très urgente. Alors, la prise en charge de la bronchiolite virale non compliquée, il faut savoir qu'il n'y a pas de protocole validé. Franchement, tous les guidelines, ils ne savent pas quoi faire. Il y a des pratiques consensuelles, c'est-à-dire quand la BV est simple, il faut ne pas trop manipuler l'enfant pour ne pas le surinfecter.
pas trop d'examens paracliniques, même pas de radio si c'est le premier épisode. Alimentation suffisante, il faut la fractionner, il faut bien hydrater, il faut désobstruer les narines et il faut assurer une oxygénothérapie si la saturation est inférieure à 92 et non pas 95 ni 94. Pourquoi ça? Parce que 92, on peut la tolérer chez un enfant, un nourrisson qui a une bronchiolite. Mais si jamais on commence à prendre des critères plus élevés, ça va nous faire hospitaliser beaucoup plus d'enfants. D'accord? Ou là, garder en hospitalier beaucoup plus d'enfants. Alors, l'oxygénothérapie, indiquée quand la saturation est inférieure à 92, après des obstructions nasales, conventionnelle par masque, c'est ce qu'on fait nous tout le temps, d'accord? Ou bien, si on a l'appareil à disposition, l'oxygène humidifié réchauffé à haut débit, ça peut permettre des concentrations d'oxygène plus élevées, mais les modalités, je crois qu'elles ne sont pas encore très précises. Enfin, les réanimateurs me diront chez le petit bébé. Et puis, il y a aussi l'oxygénation par CPAP. Elle n'est pas très bien tolérée par le bébé, mais ça se fait déjà en unité de soins intensifs et pas fréquemment dans les urgences. Alors, la kiné respiratoire, c'est la grande controverse. Il y a des équipes pour et il y a des équipes contre. Donc, mais tous les guidelines ne recommandent pas la kiné respiratoire. OK? Mais nous, dans notre pratique de tous les jours, on l'a fait quand même. On fait la kiné respiratoire, ça nous aide. Ça nous aide pour certains bébés. Parfois, une seule séance suffit pour que tout rentre dans l'ordre. Alors, les bêta-2 mimétiques, efficacité controversée. Si j'avais fait cette conférence il y a quelques mois, ou l'année dernière, je vous aurais dit pas de bêta-2 mimétique, il n'y a aucune indication. Mais maintenant, tous les guidelines disent pas de bêta-2 mimétique car les études contrôlées n'ont pas démontré d'efficacité. D'accord? Mais actuellement, la bronchiolite, elle n'est pas considérée comme une seule maladie. Il y a des phénotypes. Et il y a certains phénotypes, en fonction de l'âge, en fonction du virus, qui peuvent répondre à ces bronchodilatateurs. D'accord? Donc, moi, perso, je l'essaye, je commencerai à l'essayer maintenant chez certains nourrissons. On va voir les indications. La susceptibilité à une bonne réponse. Déjà, le nourrisson de plus de 6 mois, une bronchiolite en dehors des pics d'endémie AVRS, mais maintenant en post-Covid, j'espère que l'épidémiologie virale va se rééquilibrer et revenir à la normale. D'accord? Quand on a une forte suspicion d'infection à rhinovirus, s'il y a une dermatite atopique ou une allergie alimentaire, et si on a une histoire familiale d'asthme, même si c'est un premier épisode, il faut essayer les bêta-2 mimétiques. Alors, les corticoïdes oraux, par contre, là, aucune efficacité démontrée, non recommandée, selon toutes les études. D'accord? Vous voyez ici 2600 nourrissons contre placebo, rien, aucun résultat. Mais maintenant, les nourrissons qui répondent bien au bêta-2 mimétique, peut-être qu'ils peuvent répondre également à une corticothérapie orale courte, de 2 ou 3 jours. Alors, la nébulisation de sérum salé hypertonique, c'est la nébulisation de 4 ml de sérum salé à 3% au lieu de 0,9. Comparé au salbutamol, ça diminuerait le score sévérité, ça diminuerait la durée d'hospitalisation dans les bronchiolites légères à modérées. C'est le seul traitement actuellement admis dans le traitement des BV non compliqués, mais il n'est recommandé dans aucun guideline. Il faut se le dire aussi. Ce sont certaines équipes qui le font, et surtout les équipes israéliennes, mais quand on voit tous les gars, j'ai tout regardé, les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, personne ne recommande l'utilisation du sérum salé hypertonique. Alors, les autres traitements, les antibiotiques inutiles, d'accord, sauf en cas de surinfection, bien entendu, ou de forme compliquée. Les antiviraux, immunoglobulines, efficacité discutée, mais très, très coûteux. Mais ça, c'est surtout dans la prévention chez les nourrissons à risque de faire des bronchiolites très sévères. Bon, bien sûr, là, maintenant, on le sait tous, mucolytique antitussif dangereux. Le vaccin anti-VRS est déjà approuvé pour le sujet âgé, actuellement aux États-Unis, c'est-à-dire il est mis sur le marché, ce qui fait qu'on a un grand espoir pour la vaccination anti-VRS et ça réglerait vraiment pas mal de problèmes en période d'endémie. Alors, comment doit se faire le retour à domicile? Comment, c'est-à-dire autoriser l'enfant à retourner, ce qui s'appelle la discharge en anglais, quand l'état général devient bon, avec une disparition des signes de lutte, au moins une diminution très importante des signes de lutte, quand la saturation devient supérieure ou égale à 92,
La persistance des sifflements et de la toux, ce n'est pas un critère d'hospitalisation. C'est vraiment l'enfant en bon état général avec une saturation en oxygène acceptable. Ok ? Il faut bien entendu donner des conseils aux parents concernant les signes d'alerte et la prévention. C'est pour ça que quand l'enfant est dans un contexte socio-économique qui est défavorable, il ne faut pas autoriser le retour à domicile. Et puis voilà, quand n'est pas indiqué en cas de contexte socio-économique défavorable. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que la bronchiolite ne doit plus être considérée comme une seule maladie, mais constituée de plusieurs phénotypes en fonction de l'âge et du virus en cause. Et en fait, les premiers gestes aux urgences, c'est évaluer la sévérité, rechercher les critères d'hospitalisation. Ça, c'est le plus important. Et les formes classiques, c'est une bonne oxygénation, une bonne hydratation. La kiné respiratoire, les bêta-2, les corticoïdes, le sérum salé, l'adrénaline ne sont pas recommandés dans tous les guidelines. Mais moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'on va faire? Ce bébé, il arrive, il est dyspnéique. Bon, on lui vide les narines, on dit aux parents, mettez des gouttes nasales et on le regarde suffoquer. C'est vraiment compliqué, ce qui fait qu'au bout, en fait, toutes les études montrent que dans les guidelines, la bronchiolite ne sont pas suivies dans 90% des cas. 90%. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. OK ? Certains nourrissons peuvent répondre favorablement au bêta-2 et aux corticoïdes aussi. Moi, je pense qu'il faut les essayer pour éviter une détérioration, une hospitalisation. Peut-être qu'on va tomber sur le nourrisson qui répond bien au bêta-2. OK ? Et le retour à domicile est conditionné par l'éducation des parents concernant les signes de détérioration. Et je crois que j'ai fini. Merci beaucoup pour votre attention.